Bonjour Emmanuel Malfait. Bonjour Bruno. Vous faites actuellement une formation à Biarritz autour des mouvements alternatifs. Tout à fait. Donc, pour beaucoup de personnes, qui dit mouvement alternatif, c'est EMDR. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que l'EMDR, c'est une variété particulière d'utilisation des mouvements alternatifs. Est-ce que Effectivement. vous êtes d'accord avec cela? Effectivement, les mouvements alternatifs, ça n'a pas vraiment été forcément découvert par le MDR. Les mouvements alternatifs, ils existent depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les gens, quand ils vont bien et pas bien, ils font des mouvements alternatifs. Dans toutes les histoires de trance, il y a des mouvements alternatifs. Les gens se balancent, les gens font du tam-tam, les gens, quand ils chantent ensemble, il y a quelque chose des mouvements alternatifs. Et je pense que quand même, de tout temps, les gens, quand ils étaient pas au top, ils allaient marcher dans la nature et ils faisaient des mouvements alternatifs. Après, ça a été vraiment mis en forme, effectivement, par Shapiro. On dit un peu que c'est elle qui a mis ça en forme. Alors, l'histoire dit que c'était à cette époque-là, elle était atteinte d'un cancer, c'est ce qu'elle raconte, et qu'elle se balade dans un parc et qu'elle voit des signes, je crois que c'était ça. Et puis, ça lui fait des mouvements un peu alternatifs des yeux, et elle s'aperçoit que ça lui fait du bien à l'intérieur d'elle. Donc, effectivement, c'est elle qui a commencé à théoriser ça. Et après, effectivement, toutes les disciplines, enfin, tout le champ des sciences humaines a repris un peu ce modèle-là à son compte, en intégrant de l'hypnose, en intégrant les thérapies brèves, et je dirais en créant son propre modèle. Alors, si on va sur ce plan-là, il y a eu au départ un grand problème, savoir comment ça fonctionnait, et il y a eu beaucoup de de théorie, pardon, à ce sujet, et notamment dans le tapping, c'est-à-dire qui concerne à faire des mouvements alternatifs en tapotant sur les genoux ou sur les épaules, il n'y a pas de mouvement alternatif. Oui, alors effectivement, beaucoup de personnes pensent que l'histoire de Shapiro, il y a un peu de storytelling, comme on dit, hein, c'est que l'histoire a été enrobée, mais justement, c'est une façon de communiquer, hein, de faire Oui, passer le message. Par contre, là où il y a eu beaucoup plus de problèmes, c'est sur l'explication de comment ça fonctionne. tout à Et fait. cette technique a été validée même à des niveaux importants pour le stress post-traumatique, mais en disant bien, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Alors les hypothèses, ouais, chacun va avoir sa théorie là-dessus. Effectivement, ce qu'on sait, on sait des petites choses avec l'imagerie. On sait par exemple que ça marche mieux au niveau oculaire, de façon bilatérale, par rapport au tapping. On sait que ça marche mieux aussi que les stimulations auditives bilatérales qu'on peut avoir. Ça, on sait. Après, comment ça marche, on ne sait pas trop. Chacun va avoir, je dirais, un peu sa théorie. Par exemple, moi, j'ai un peu la mienne aussi. Après, je dirais, c'est effectivement l'empirisme. Et les théories, elles vont être intéressantes si aussi ça sert de recadrage pour les gens, si ça aide les gens. Alors, par exemple, moi, les théories que je peux avoir là-dessus, une des théories, c'est que ce mouvement-là, qu'on fait plus ou moins rapide, c'est aussi un mouvement de balancement. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'accordage, quelque chose qui a à voir avec le bercement. Donc il y a quelque chose de l'accordage qui joue à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres choses qui jouent pour ceux qui ont étudié les thérapies stratégiques. Et Shapiro, elle est issue de l'école de Palo Alto, donc elle est dans le courant stratégique. Il y a quelque chose dans le traumatisme, on va tenter désespérément d'éviter les images. Je veux pas voir, je veux pas voir. Et il y a quelque chose de mécanisme d'évitement qui se met en place. Et dans les mouvements alternatifs et dans le protocole de mouvements alternatifs, à un moment, on va mettre une cible et on va aider les gens à faire face. C'est-à-dire que là où les gens faisaient de l'évitement, on va faire du faire face. Et les mouvements alternatifs et le protocole, je dirais, aident à faire ça. Deuxième chose qui peut aider aussi, c'est que par rapport à ces images, en général, dans le traumatisme, c'est des images du passé, mais dans le trouble anxieux, ça va être des images du futur. Les gens, ils ont des sensations, ils vont avoir tendance à lutter contre les sensations. Ils vont être dans le contrôle. Et cette espèce de double focalisation que font les mouvements alternatifs, on va leur dire à la fois de se porter leur attention sur le regard et de porter leur attention sur la sensation, va forcer les gens, enfin forcer, le vocabulaire n'est pas très bien choisi, mais va aider les gens, plutôt que de contrôler, il va les aider à lâcher. Donc on fait de l'accordage, on fait du faire-face et on fait aussi du lâcher-prise. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir aider. Par exemple, ça peut être une de mes théories. Après, il y a plein d'autres théories. Il faut venir faire la formation. Et vous aurez quelques théories oui, qui vont être utiles pour les patients, si vous voulez. C'est des théories, je veux dire,
une théorie, elle va être intéressante si elle est efficiente pour les gens qui sont formés, pour le patient, et c'est ça qui va être intéressant. Après, en faire quelque chose de la vérité, bon, ce qui est intéressant, c'est la vérité partagée. Ce qui a vraiment une vérité objective là-dedans, c'est compliqué. Ouais, surtout que la vérité en science évolue toujours. Hein. Exactement. Donc, puis elle est dépendante de l'observateur, elle est dépendante du contexte, elle est dépendante de beaucoup de choses. Oui, et ça fait penser à quelque chose, c'est que dans les crises d'attaque de panique, par exemple, on explique qu'il faut amener la personne, par exemple, à faire du calcul et qu'il est impossible de paniquer et de calculer en même temps. Donc, on la défocalise de sa panique en lui faisant faire autre chose. Je pense que dans les mouvements alternatifs, c'est aussi un des mécanismes. Tout à fait. Tout à fait, c'est un des mécanismes. On peut penser à une distraction. Alors, le truc de faire du calcul, ces tactiques-là, elles marchent. Moi, je travaille comme chef de service. Donc, bon, il y a des choses qu'on fait avec les équipes pour essayer de donner autre chose que des médicaments quand les gens sont en difficulté. Après, il faut être suffisamment en forme pour faire des choses de la distraction. Donc ça s'apprend, mais il faut être suffisamment en forme. Donc pour être dans des techniques un peu de diversion, des choses comme ça, c'est des techniques qui s'apprennent, mais quand les gens sont suffisamment en relation et sont suffisamment stables. Sinon, c'est un peu compliqué. Si c'était aussi facile que ça quand on fait des crises d'angoisse, j'aurais moins de travail. Oui, Le corps, il est fait, heureusement qu'il est fait comme ça. C'est pas du tout, c'est la croyance un peu qui était répandue pendant longtemps, c'est que je pense, donc je fais. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça. C'est je fais, et après j'ai quelque chose qui arrive à la conscience. Et on sait bien que l'intention et la conscience de l'intention de l'action, elle vient après l'action. C'est-à-dire que je cours et j'ai peur. Et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, ça serait bien compliqué. Donc effectivement, là, on va bloquer, je dirais, certains mécanismes qui fonctionnent un peu pour leur propre compte dans le psychotrauma, et on va pouvoir avoir des modifications. Ce qu'on voit ce qu'on appelle un peu dans les thérapies stratégiques, une expérience émotionnelle correctrice. Ou dans les thérapies solutionnistes, ça va aussi valoir quelque chose d'une exception. Quelque chose qu'on fait différemment. Pour une fois, au lieu de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens qui sont confrontés à un psychotrauma, ils vont avoir des passages à l'acte pour éviter de penser et pour éviter de ressentir. Et c'est ces passages à l'acte qu'on va appeler problèmes. Donc parfois, ça va être boire, se scarifier. Bon, il y a plein de passages à l'acte qui font ces pensées pour pas ressentir ou penser pour couper, court-circuiter d'autres actions. Donc effectivement, là, pour une fois, on fait autre chose et ce qui va faire une expérience correctrice et qui peut être intéressant aussi là-dedans. Alors, juste pour la première partie de ce que vous... La réaction, pour moi, le psychotrauma, les gens vont beaucoup parler de ce qui est arrivé, de la maltraitance, mais les psychotraumas, ils ne vont pas être directement proportionnels à l'impact traumatique, ils vont être directement proportionnels au vécu de soutien. Ça veut dire qu'on ne va pas voir... Il y a plein de gens qui traversent des épreuves de la vie, on ne va pas forcément les voir. Par exemple, cette jeune fille-là, elle peut se faire agresser. Elle rentre chez elle, sa mère lui fait un câlin, son père l'emmène porter plainte et on la verra pas. Elle a eu un impact traumatique, mais elle a été soutenue. La jeune fille qu'on va voir plus tôt, c'est elle se fait agresser, ses copines lui disent mais t'avais trop picolé, elle rentre chez elle, sa mère lui dit mais fallait pas t'habiller comme ça. Et celle-là, on va la voir. C'est-à-dire que c'est pas l'impact traumatique, c'est le vécu de soutien. Et la deuxième jeune fille n'a pas de vécu de soutien. Et c'est ça qui va faire le psychotraumatisme. Plutôt, c'est-à-dire c'est le vécu abandonnique. C'est plutôt un psychotraumatisme, c'est plutôt proportionnel au vécu abandonnique qu'au vécu traumatique. Ça, c'est pour la première question. Et ce que je voulais dire, par rapport aux abréactions, avec le temps, quand on est un peu tranquille, les abréactions, elles vont être directement quand même proportionnelles à la tranquillité du thérapeute. Plus un thérapeute est insécure, plus il aura d'abréactions. Plus un thérapeute est tranquille, moins il en aura. Après, ça arrive toujours, mais une abréaction, c'est la solution du moment. Et bon, si les gens, ça leur va, on va leur demander, ok, crier comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Si ça les inquiète, est-ce que vous êtes ok pour faire autre chose? Point fondamental, c'est la notion d'impuissance. Est-ce que tu es d'accord avec ça au moment où ça se passe? Par exemple, la personne qui a un accident de bagnole et qui va rester dans la voiture alors qu'il n'est pas incarcéré et qu'il est incapable d'en sortir et c'est les secouristes qui vont le sortir, celui-là, à mon avis, je vais le surveiller de près.
Tout à fait. Dominique, il a une grande expérience de ça. Effectivement, c'est le vécu d'impuissance et d'immobilisme et d'impuissance. Et aussi le vécu d'abandon. Pour moi, qui est majeur, quoi. Mais effectivement, les deux se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que je suis seul et je ne peux rien faire. Mais Dominique le dit bien, c'est ce qu'on disait avant dans le psychotrauma, c'est le vent du boulet, quoi. Ça passe ici et la mort nous frôle, quoi. Donc il y a un vécu de désarroi total, d'impuissance face à la mort, de sidération et d'impuissance. On est confronté à sa mort. Donc effectivement, ce vécu d'impuissance est majeur dans les psychotraumas. Par rapport à la première partie de votre question, une nouvelle fois, c'est vrai qu'il n'y a pas de proportionnalité, et c'est bien la difficulté entre l'impact traumatique, enfin ce qu'on décrit du fait traumatique, et les conséquences après. Ce qu'on dit, c'est que c'est l'intensité du vécu dissociatif dans le moment qui va être quand même assez prédictif. Et je redis encore une fois, pour moi, c'est surtout le vécu d'abandon et l'absence, je dirais, de sensation de tiers sécure. C'est ça qui va vraiment être prédictif d'un trauma. Et la répétition, les traumas interpersonnels, bien sûr, et toutes ces définitions, mais je veux dire, si les gens sont bien entourés, ils peuvent traverser les épreuves de la vie. C'est plus un trauma, c'est une épreuve. Et le fait qu'on appelle ça épreuve de la vie, comme dit Dominique Méglé, à mon avis, c'est directement corrélé à l'accompagnement, au vécu d'être en relation, d'être accompagné, d'être soutenu. Et il y a des gens qui vont vivre des choses effroyables, s'ils sont bien soutenus, ça sera juste c'est un peu bizarre, mais ça sera une épreuve de la vie et ça ne sera pas un trauma. Par rapport au psychotrauma, il va y avoir, ça dépend. Si vous avez lu Borges, vous voyez, il parle de fenêtre de tolérance. Et effectivement, il y a des gens qui vont être à un haut niveau de stress, ils vont quand même pouvoir fonctionner. Après, il y a des niveaux dégradés. Je reprends ce que vous dites de Borges. Les gens vont se mettre en mode danger. Dans le mode danger, soit ils font de l'évitement, soit ils font du combat. Et parfois, on ne peut pas faire de l'évitement, on ne peut pas faire du combat. Par exemple, dans les histoires de viol, faire de l'évitement ou du combat, ça excite l'agresseur et c'est pire que tout. Donc on va se mettre dans un mode encore plus dégradé, en mode survie. Dans le mode survie, on fait du figement. Mais c'est un figement, je dirais qu'il y a un figement tonique, parce qu'à l'intérieur, ça boue. On est prêt à faire du combat, on est prêt à faire de l'évitement. Mais ça, c'est intenable. Donc il y a un moment, il y a un mode encore plus dégradé qui se met en place. C'est ce que certains auteurs, comme Muriel Salmona, appellent la dissociation. Moi, c'est de cette dissociation-là dont je parle, à pas confondre avec la désassociation de l'hypnose, à pas confondre avec, je dirais, ce qu'on voit dans la schizophrénie, qui est de la discordance ou qu'on peut appeler par... c'est pas très grave. Parce que le problème, c'est que le mot dissociation, il est mis un peu à toutes les sauces et on le revoit un peu partout. Il y a des bouquins entiers sur la dissociation, mais tout le monde n'est pas d'accord sur, quand on parle de dissociation, sur ce qui se passe. Pour moi, la dissociation, je la réserve à un événement extrême et c'est quelque chose de très utile. Le problème, c'est que le corps est là, l'esprit est ailleurs et ça empêche sans doute de digérer l'événement. C'est un mode de sauvegarde qui est très utile, mais qui empêche aussi de digérer l'événement et qui est assez prédictif de stress post-traumatique parce qu'on reste bloqué. Il y a une part de nous qui reste bloquée dans l'événement et qui ne peut pas être digérée. Donc l'idée du traitement, c'est de comment on peut digérer ça et arrêter de faire de la dissociation, arrêter de faire de l'évitement, arrêter de faire du combat, arrêter de faire du figement. Et ça se fait, c'est des modes, c'est ni bien ni mauvais de faire ça. C'est des modes, je dirais, de sauvegarde et c'est des choses qui permettent aux gens de survivre. Ça s'arrête, ces modes-là, quand de nouveau je suis en relation. C'est-à-dire que j'arrête d'éviter, j'arrête de courir quand de nouveau quelqu'un m'accueille et me dit c'est fini. J'arrête de combattre quand quelqu'un m'accueille et dit c'est fini. J'arrête de me figer quand quelqu'un m'accueille et c'est fini. J'arrête de me dissocier quand je me réassocie dans la relation. Le problème du psychotrauma, c'est, à mon sens, quand il se chronicise, c'est que les gens, ils n'ont pas de vécu de soutien relationnel. Donc ça fait 10 ans qu'ils continuent à courir, 10 ans qu'ils continuent à combattre, 10 ans qu'ils continuent à se figer, 10 ans qu'ils continuent à se dissocier. Ils sont bloqués dans des modes réflexes de sauvegarde et de secours qui sont ni bons ni mauvais, mais qui sont plus adaptés. C'est-à-dire que la guerre est finie, il n'y a plus de bombes. Mais c'est comme si la guerre continuait. Et tu as cité tout à l'heure Muriel Salmona, qui a effectivement beaucoup insisté sur ça, notamment pour expliquer au niveau des agressions sexuelles sur les femmes, qu'elles ne réagissaient pas parce qu'elles étaient sidérées
Et ce qu'elle voulait faire passer comme message, c'est qu'elles n'ont pas à culpabiliser de ça, parce que c'est un mécanisme inconscient et absolument incontrôlable. Tout à fait. Ce dont je parle là, c'est aussi parce que Muriel Salmona, elle est dans un monde aussi un peu traumatique. L'idée, c'est aussi des métaphores. Elle parle de disjonction de l'amygdale. On n'a jamais vu une amygdale disjonctée. C'est des métaphores. Et l'idée, c'est que ce soit des métaphores utiles pour les gens. C'est-à-dire, c'est des recadrages, il faut qu'ils soient fonctionnels et des explications qui soient utiles pour les gens. Je dirais, tant mieux si c'est un peu vrai, mais le but, c'est que ça soit efficient. Et tout ça, c'est des métaphores, il faut que ça soit utile pour les gens. Et on va essayer d'aider les gens à arrêter de courir, à arrêter de combattre, à se remettre en... C'est-à-dire, à arrêter d'être figé, arrêter d'être dissocié. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à faire face, on va aider les gens à lâcher prise, on va aider les gens à se remettre en mouvement et on va aider les gens à se réassocier. C'est ça le but de la formation. Allez. Écoute, merci Bruno. Allez, bonne soirée à toi. Merci beaucoup.